Donc c'était une espèce de texte qui a permis d'envol. En fait, il y a 80 personnes de tous horizons qui ont pris la parole ce jour-là. Des artistes, certes, des philosophes, des enseignants, des professeurs, mais aussi de simples citoyens, des chercheurs en biologie, en matières diverses, et qui ont constitué à nouveau une sorte de récit collectif qui était extraordinaire par sa diversité, sa force et sa cohérence, en fait, malgré les divergences. Je pense que cette prise de parole collective, elle nous est essentielle, elle est trop rare. Et ce jour-là, elle a signifié que oui, nous étions capables de manifester notre liberté. Je dirais simplement une chose, ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait, cette prise de parole collective qui manifeste cette liberté, cette indépendance et cette dignité, j'ai peur actuellement qu'elle ne se transforme en amertume, en l'absence d'un cadre où elle puisse trouver une forme de cohérence. Et je crois qu'il y a une précarité propre au Québec, en fait, qui est due à notre absence de légalité et notre absence de constitution, et qui laisse le champ libre à toutes les dépossessions. Alors, j'espère seulement que ce printemps québécois, avec toutes ses ardeurs et ses espoirs, ne se referme pas sur lui-même comme maintes fois dans l'histoire du Québec. Je vous remercie. Texte donc porteur d'espoir, voix de l'image. Comment faire et ce sera aussi l'objet de toute la discussion aujourd'hui, c'est vraiment une belle mise à table, parce que comment faire pour pas que ça retombe à plat et qu'on réalise les libéraux et que tout ça n'ait lieu pour rien. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer? Oui, je pense que la question, c'est celle qui est à la toute fin du texte. Comment rendre opérante cette liberté-là qui nous échappe et qui nous caractérise? Mais je pense que le printemps nous a montré que cette liberté-là nous caractérise vraiment, vraiment. Et qu'avec la loi 78, je pense que Charest nous a montré qu'il cherche à nous contraindre, il cherche justement à ce que celle-ci n'ait pas le souffle pour s'exprimer encore davantage. Alors je pense qu'on a des questions assez importantes à se poser pour ne plus jamais que ça survienne, qu'on touche à nos libertés. Je ne sais pas comment, je vais proposer quelque chose tantôt, mais j'aimerais ça entendre d'autres personnes. Non, t'entends ça. Puis j'aimerais ça vous entendre aussi, si vous voulez venir au micro, allez-y tout de suite, non? C'est vrai, pourquoi pas? Oui. Absolument. Absolument. Le texte dit aussi que la puissance révolutionnaire est intacte au Québec. C'est une phrase, la première phrase, ça part très fort. Est-ce qu'il y en a qui va s'exprimer aussi sur ça? Donc j'en vois deux, Léa, et ensuite Yannick. Je me suis ostinée avec Christian Dufour la semaine dernière. Je ne s'ostine pas avec Christian Dufour. Il me parlait de l'irrationalité du mouvement. Et il y a un ami à moi qui m'a dit « Ouais, mais le mouvement social qu'on est en train de vivre actuellement, c'est comme un peu quelqu'un qui se réveille. Un peu gauche, un peu maladroit, mais ça y prend quelques instants, quelques moments pour se tenir debout. » Moi, c'est un peu comme ça que je vois actuellement le mouvement social qui naît, qui n'est pas tout à fait déterminé, qui n'est pas tout à fait dessiné, qui prend plusieurs formes, c'est-à-dire plein d'initiatives ici, là, nous sommes ensemble, nous autres, notre initiative qui s'en vient, beaucoup de nous. Mais je pense que ce qu'il faut se poser comme question, c'est comment est-ce qu'on peut remettre en cause et critiquer cette dictature de la majorité actuellement. Je pense que notre ami Hugo va amener une série de listes de choses à faire, mais une des choses que j'aimerais soulever, puis qu'on n'entend pas particulièrement parler dans les médias parce que c'est pas un sujet très sexy, c'est la question de la réforme du mode de scrutin. Alors, on est dans un système politique où il y a une distorsion réelle des résultats. En 2008, c'était un taux de participation de 58%. En 1998, 70% du taux de participation. Puis actuellement, je pense qu'il faut revoir aussi nos institutions démocratiques en soi, parce que visiblement, on a été très cyniques et endormis, apathiques face à nos institutions démocratiques. Très dommage d'ailleurs que tout le travail qui a été fait par nos amis Jean-Pierre Charbonneau, par Claude Bélan en 2003 avec les États généraux sur la question de la réforme des modes de scrutin soit passé sur le silence. Donc, s'il y a des élus dans la salle, un message, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur cette finalement disproportion-là qu'on voit et qu'on entend
à concevoir et que, vous savez, que l'IGA, en 2006, avait proposé un rapport très pertinent sur la question du mode de scrutin et qui proposait le mix compensatoire. C'est des débats qu'on peut avoir, que les gens ont, mais j'aimerais le soulever et on pourra y revenir. On pourra en discuter même plus tard, même avec l'Assemblée. Peut-être que ce sera l'objet de proposition, tout ça comme ça. Alors, parfait, très bien, Léa Clermont-Dion, merci. Yannick, merci pour vous vouliez aussi vous exprimer sur le nous, sur le texte. En fait, je voulais revenir un peu, je rejoins Léa aussi à certains égards sur ce que Brigitte a dit. D'une part, l'événement du 7 avril, comme Sarah l'a dit tout à l'heure, était une étincelle, je pense, dans l'ensemble de cette mouvance-là. Et était une étincelle importante, parce que c'est une étincelle, comme Brigitte l'a dit dans son texte, de prise de parole qui est très rare chez nous. On n'a pas cette habitude-là. Je suis, comme la plupart d'entre nous ici, et comme sans doute beaucoup d'entre vous, sollicité, mais constamment, depuis des semaines, à intervenir à droite et à gauche sur 56 plateformes, parler de ce qui se passe présentement. Il y a un paquet de citoyens dits ordinaires, je déteste le terme, ça fait condescendant, mais donc de citoyens point, qui prennent la parole dans les événements, qui viennent comme vous le faites aujourd'hui. Je ne dis pas que ça n'a jamais existé dans l'histoire du Québec, c'est évidemment faux, mais il y a un renouveau, en tout cas, il y a un désir profond de cette prise de parole. Et Brigitte et moi, on en parlait vendredi. On se disait, on est encore dans une phase de colère. J'entends des trucs encore qui sont de la nature de la colère, en contre le gouvernement en place, etc. Et bientôt, cette colère-là, elle va s'achever. On va arrêter de tapocher sur les casseroles, là, puis on va se mettre à parler. Hein, parce qu'au son des casseroles, on parle difficilement et on entend encore moins bien. Et c'est maintenant que ça commence, cette prise de parole-là et ce dialogue-là, auquel Brigitte et Pierre Papineau et Sébastien Ricard et les autres nous ont invités le 7 avril et qui se poursuit et qui s'amplifie de jour en jour. Bon, la crise étudiante va finir par être réglée à un certain moment donné, j'imagine. Même si ce n'est pas le cas, on va sentir bientôt la nécessité de parler et de dialoguer. Et je pense que c'est pour ça que c'est une super bonne mise en place de notre après-midi, parce que c'est une urgence et c'est une opportunité, à mon sens, historique, qu'on a en tout le moins qu'on n'a pas eu depuis très, très, très longtemps. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir vous entendre également là-dessus. Absolument. Donc, comment canaliser cette colère-là, si je comprends bien? De la transformer en dialogue. Tu sais, quand tu chicanes un couple, à un moment donné, tu t'assois, tu commences à parler. Là, tu ne fais pas juste te pitcher des assiettes, c'est un peu le même principe. À un moment donné, il est temps. Absolument. Je voulais... Oui, moi, là-dessus, je voudrais renchérir. C'est que je pense effectivement qu'on est face à une conjoncture historique. Je pense qu'il faut être capable de le voir et de le dire. Pierre Perrault disait souvent que pour commencer à exister, il faut qu'un peuple commence à se nommer. Bien, pour qu'une révolution puisse exister, il faut la nommer. Donc moi, je pense qu'il faut dire que nous sommes dans un contexte historique qui permet beaucoup de choses. Moi, je pense qu'on a une force révolutionnaire naturelle au Québec parce qu'il y a plein de choses il y a tout un contexte qui fait qu'on est juste à côté de ce qu'on est, hein, par définition. En 1981, la Constitution a été signée dans notre dos, on n'était pas là, on n'a pas de Constitution, on ne l'a jamais approuvée. Donc on n'a pas cette liste, cette loi des lois, sur laquelle on se serait entendu, qui fait qu'on s'entend sur l'épicerie, tu sais. On l'a pas, ça. Et moi, je pense qu'on ne s'est jamais remis de ce jour-là. Je pense qu'aujourd'hui, on a une fenêtre qui s'ouvre. Et il faut l'aborder avec sérieux. Il faut que les gens qui sont capables de nous éclairer, comme disait Brigitte, moi aussi je me sens assez humble et modeste là, dans la situation ici parce que moi je suis pas un penseur public, enfin je suis un cinéaste, je fais des films, tu sais, mais j'observe et je cueille. C'est ça que je fais dans la vie, moi. Et je suis allé jeudi passé à l'UQAM écouter Christian Nadeau et Éric Pinault, prof de sociologie à l'UQAM, prof de philo à l'UDM. Ça, c'est des gens qui sèment des idées, qui peuvent éclairer le parcours, qui peuvent nous aider à bâtir la liste. Et ces gens-là confirment ce que moi je ressens, ce que je pense que tout le monde ressent dans les rues en ce moment. Il y a quelque chose d'instinctif qui nous mène dans les rues, quelque chose qu'on partage, qui nous fait dire qu'on est à côté de ce qu'on est. Depuis un moment déjà, certains diront depuis 1837, d'autres diront avant, mais certainement depuis 81, c'était extrêmement clair. Nous sommes à côté de ce que nous pourrions être, de ce que nous sommes profondément, c'est-à-dire souverains, j'oserais dire. Mais moi, je pense que cette crise-là, elle permet de se rapprocher de ce qu'on est vraiment.
c'est surligné, là. Surligné. Ça a commencé par le conflit sur la question de la hausse des frais de scolarité et ça révèle quelque chose de beaucoup plus large sur ce qu'on est et à quel point nous ne sommes pas des Canadiens. Je pense que Yannick a apporté une de journal là, Vole pas mes punches, s'il te plaît. Ouais, on va laisser cet élément dramaturgique-là venir plus tard dans le show. Finalement, Hugo, il dit nous sommes arrivés à ce qui commence. Je pense que c'est ça, il faut le prendre à bras le corps et moi je sens qu'il y a une urgence, tu sais, je pense qu'il faut qu'on participe tous à ça. Il faut commencer à se bâtir des listes puis à se monter une stratégie. C'est du sérieux l'histoire. Je suis fière de vous entendre parler de vos listes, là. Je veux savoir c'est quoi cette liste-là, cette liste de là. C'est vrai qu'en temps de crise, on se reconnaît, on se reconnaît. Je ne sais pas s'il y a des gens dans le public ou Léo Bourgoin ou des gens dans le public qui veulent s'exprimer. Je prendrais peut-être 2 ou 3 interventions de la salle si ça vous intéresse. Qu'il y a des gens au micro. D'accord, vous pouvez vous avancer, j'en prends 2 3, puis ensuite vous aurez bien sûr l'occasion de vous exprimer dans un second temps là, après la table ronde, mais je vous écoute. Salut Jocelyn. Salut Hugo. Salut. L'année passée, moi j'étais ici où je parlais du vol de nos ressources naturelles. Vous vous en rappelez? Très bien, oui, très bien, tu rapport. Et puis, je pense que ça fait partie justement des enjeux centraux de l'avenir du Québec. Maintenant, je suis candidat dans la circonscription où commencent ou finissent toutes les manifestations. Bienvenue dans cette Saint-Jean. Et je suis accompagné de Nicolas. Et c'est de la faute à Nicolas si on a une élection partielle dans La Fontaine, n'est-ce pas? Parce qu'il a fait en sorte que M. Thomasy, on dévoile la corruption qui se faisait au niveau de la famille. Puis là, il y a un autre petit dossier, la corruption dans le transport. C'est ça? C'est pas l'action qui manque. Donc, nous, on est ici, comme représentant du Parti québécois, un élu, un candidat, pour écouter ce qu'il y a à dire, mais il va falloir faire ça en toute humilité. Mais une chose que je voudrais souligner, c'est que les seuls qui ont voté contre le projet de loi 78, c'est les souverainistes. C'est juste les autres. C'est le Parti québécois, Jean Martin, QS, Lisette Lapointe, puis Pierre Curzi. C'est pas compliqué, là. La CAQ, les libéraux ont tous voté pour. Ah oui, sauf un, Pierre Paradis. Voilà. Il est à l'autre toilette. C'est à l'autre toilette. Donc voilà, nous on est là pour écouter ce film-là. Absolument, merci. Je vous écoute dans le fond ici. Bonjour. Vous êtes monsieur? Marc Ouimet. Et j'ai le Québec en berne. Donc, peut-être qu'il y en a qui ont lu mon texte que j'ai publié il y a 2 semaines dans Le Devoir suite à l'adoption de la loi 78. Si c'est le cas, vous aurez probablement deviné que j'étais en crise. Quand je l'ai écrit, c'est la première fois que j'ai fait devant le matin. Tout le ton un peu emporté et parfois pas aussi peaufiné que j'aurais espéré. Moi, je suis ici pour vous parler, entre autres, d'un projet auquel je participe et dont certaines personnes ici sont au courant, qui est la coopérative de journalisme indépendant, le journal Ensemble. Okay. Je suis là-dedans depuis maintenant 1 an et un de nos très grands chevals de bataille, c'est le principe d'instaurer une assemblée constituante. On parle de renouveler, en fait, d'instaurer une constitution au Québec. Je crois que ce processus-là ne peut passer que par une assemblée constituante. Une assemblée qui serait d'ailleurs autonome des partis politiques et de l'Assemblée nationale, puisqu'il serait assez ridicule pour des politiciens de décider eux-mêmes des règles de leur propre jeu. Donc, pour que le Québec se possède, nous croyons au Journal Ensemble que ce processus-là doit être parfaitement indépendant, impliquer des citoyens de tous les horizons. Et en fait, c'est à notre sens la façon de redonner aux Québécois les moyens d'être des sujets politiques à part entière. Donc, c'est une idée qu'on véhicule. Je vous invite à nous soutenir, à nous rejoindre, à vous commettre dans nos pages à cet égard-là. Et je dirais aussi que de renouveler la politique ou la situation démocratique. Juste un truc pour la Constituante. J'aimerais d'ailleurs remettre ça en lien, étant historien de formation, je fais bien à l'international. On parle très peu, et c'est dommage, du cas de l'Islande. Okay? Parce que l'Islande est exactement dans ce processus-là. Ce petit pays-là peut apprendre beaucoup de choses aux autres pays occidentaux. Donc, ils se sont retrouvés dans la merde, pour faire rapidement,
suite à la crise de 2008. Vous aurez l'occasion d'en venir tantôt parler du temps, puis ça nous intéresse vraiment de vous entendre à ce sujet-là. Mais tant pis pour notre premier panel, revenez tantôt lors de la... Puis vraiment, on veut vous entendre là-dessus. Merci beaucoup de vous être exprimé, monsieur. Oui, une dernière intervention rapidement, je vous écoute. Bonjour, mon nom est Michael Chouin. J'ai parlé en 2011, le 22 août, je crois, NMQ, pour la première fois. On avait donné la parole de mon vivant. Je m'en souviens. Je vous remercie de me donner. Merci d'être là encore. Merci encore. Pour qu'une révolution existe, il faut la nommer. J'avais commencé mon introduction l'été dernier avec un pilier. Ce pilier, pour moi, c'est le travailleur, parce qu'une souveraineté, ça se fait avec un pilier. Je rajouterais cette année la justice. On parle de justice sociale, étudiant, tout ce que vous voudrez. Okay? Tout le monde travaille. Okay? Donc, ici, je parle de justice qui est tenue par ce pilier-là pour faire la révolution ou la souveraineté. Ce que je veux en venir, lorsque vous avez un accident du travail, il y a des mercenaires médicaux qui prennent votre dossier en charge et qui vous contestent. C'est les lois actuelles au Québec. La Charte des droits et libertés du Québec est violée systématiquement. Et je fais appel au Parti québécois pour dénoncer ça depuis beaucoup d'années. Mon dossier s'est rendu à l'Assemblée nationale du Québec. Ça a terminé sur un étagère. Je parle de milliers de dossiers, puis je parle de viol systématique d'une justice sociale qui atteint beaucoup de travailleurs. Puis il n'y a pas un média qui en parle, il n'y a pas un politicien qui en parle. Je trouve ça aberrant parce que ça touche tout le monde. J'ai des compagnons présentement qui ont les tribunaux contre eux à cause qu'ils ont eu un accident du travail et qui ont dénoncé sur Internet. On parle de loi 78 et de liberté d'expression. Si le travailleur n'a plus le droit de dire la vérité pour dénoncer quelque chose qui touche tout le monde, qui vont toucher les étudiants, parce que les étudiants étudient, donc pour étudier, il faut travailler après. Je ne comprends pas le silence médiatique et politique sur ça. Et je fais appel à l'unité, comme vous dites. Comme vous avez dit, j'ai oublié votre nom. Hugo. Monsieur Hugo, la révolution, ça se fait en la nommant. Donc, le travailleur, c'est en la nommant. Et je crois que si on ignore les contestations systématiques en échange de profit, quand un travailleur a un accident, on ignore la révolution même des consciences, puis on ignore tout ce qui va avec. Que ce soit la loi 78, que ce soit partout. C'est la même chose au Québec. Les droits sont systématiquement violés, je me répète. Il y a des falsifications, il y a des actes criminels contre des travailleurs. Personne n'en parle. Je sais que vous ne connaissez pas le dossier. C'est un dossier épais. Puis je sais aussi qu'il y a 125 députés à l'Assemblée nationale qui connaissent ce dossier. Puis je demande, je lance un cri pour des gens qui souffrent en ce moment. Ça peut vous arriver. Moi, je gagnais 30$ à l'heure quand ça m'est arrivé. Là. Ça peut vous arriver. Là. Puis vous allez être discriminé toute votre vie parce que les employeurs ne veulent pas le cas de CSST. C'est qui siège à CSST? Michel Després? C'est qui Michel Després? C'est quoi la commission Bastarache? Posez-vous des questions. Je déborde, mais je vais clore ça là-dessus. Il faut que quelqu'un en parle. Puis la loi 78 est directement décidée par ces gens-là. Amin Kadir a dit que le système de patronat est l'extension qui donne la matraque aux policiers, là, une semaine ou deux. Donc, je le cite. Je vous remercie de m'avoir écouté et prenez-en conscience. Puis je fais appel aux 125 députés, M. Breton. C'est important de le dire. Puis si on ne le dit pas, je ne comprends pas le silence. C'est évident. Merci de m'avoir écouté. Merci, monsieur. On va passer au deuxième sujet, qui est... Donc, ce sera Léa Clermont-Dion qui nous abordera du bien commun. Alors, il y avait plusieurs... Je pense que vous allez décortiquer le bien commun. Vous allez nous parler de la pluralité du bien commun et de la déconstruction du bien commun. Comment peut-il, ce bien commun, se transporter à la rue? Alors, 5 minutes là-dessus, Léa Clermont-Dion, vous écoute. Oui, c'est un peu bizarre d'aller dans le théorique comme ça quand on est tellement dans le concret avec des cas comme celui-là. Je pense que vous m'avez demandé en fait de parler du bien commun, entre autres, parce que c'était un élément qui avait été nommé dans la déclaration du 22 avril. Et bien que j'ai participé au mouvement et donc à l'organisation, moi je
je suis en mesure de faire une critique de l'utilisation du terme bien commun actuellement dans le contexte qui nous préoccupe. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ce terme-là, peut-être rendu galvaudé avec un certain recul, puisqu'il veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose à la fois dans le contexte qui nous intéresse. Alors, en 5 minutes, je ne vous ferai pas l'histoire politique du bien commun. De toute façon, qui suis-je pour faire cela, en étudiant en sciences politiques, pour que ce soit si pertinent. Mais quand même, mettre la table sur cette notion-là qui nous a été abordée d'abord dans un premier temps par Thomas d'Aquin avec le bonhomme communiste et plus tard qui a été abordée aussi par Flessard, Autorité et bien commun en 1944, qui nous amenait les 3 sous-ensembles du bien commun, et la communauté du bien, le bien du bien commun. Et plus tard, ça a été aussi repris éventuellement, je fais un gros saut dans l'histoire, Léo Strauss, Jacques-François Marchandise, qui nous amène la notion du common good à travers sa méfiance de l'État, de la bureaucratie. Et donc, la nuance entre intérêt général et bien commun aurait impliqué à un certain moment le respect de la loi et l'ordre. Autrement dit, notre premier ministre peut bien se faire le porte-étendard et targuer, respecter le bien commun, tout comme nous, humbles citoyens, qui pouvons reprendre ça. Donc, je ne suis pas sûre de l'utilisation du terme, finalement, du bien commun actuellement, aussi parce que, d'entrée de jeu, ce terme-là a, je crois, séparé dans une forme bipolaire, est associé d'abord à l'État-providence, puis aussi à une conception très néolibérale de l'État. Alors, le bien commun qui était attribuable à cette notion idéalisée et presque, je dirais, j'oserais dire, idéaliste de l'État-providence, est plus vraiment ce que je vois dans le contexte actuel. Donc, plus spécifiquement, avec le mouvement qu'on conçoit, le mouvement social, la question de bien commun a perdu toute la notion et sa substance qu'il avait dans les années 60, alors que certains libéraux ont construit le Québec à travers donc la notion de soins de santé, la notion aussi de l'éducation publique, à travers la notion d'exploitation de nos ressources naturelles, la nationalisation de l'exploitation des ressources naturelles. Je crois que ce terme-là, aujourd'hui, est aussi utilisé dans des fins plus, justement, je dirais, néolibérales, comme on a pu le voir depuis le 14 avril 2003. Et donc, peut faire aussi référence à cette marchandisation de la culture, donc réputée et associée aux bénéfices individuels. Moi, je le conçois et je le vois. Donc, je suis pas certaine de sa définition actuelle et à la fois qu'on peut le reprendre plus spécifiquement au mouvement social, on pourrait peut-être dire que ce bien commun-là a été repris par des citoyens aujourd'hui, puis a été dénoncé, le bien commun du common good de Léo Strauss et tout. Et finalement, le bien commun est vraiment plus associé à, c'est ça, cet idéal d'État-providence qui est en plein effritement ces temps-ci. Le bien commun, bref, moi, c'est ce que je conçois actuellement, c'est qu'il est dans la rue, il est dans le mouvement social, il est dans la prise d'action locale, il se transforme moins, il se reflète moins dans la structure étatique. Il est vraisemblablement chamboulé. Et avec le mouvement qu'on a et qu'on vit, je pense qu'il y a un processus finalement de pluralité des définitions, ce qui fait en sorte que là, on est un peu perdu par rapport à sa définition. Et dans ce projet de société-là, plus global, à long terme, il serait peut-être bien de s'asseoir puis de vouloir amener une conception du bien commun. Bien qu'actuellement, avec tout ce qui se passe dans le portrait politique, avec la loi 78, avec les élections, avec plusieurs projets plus concrets, peut-être que cette discussion-là semble moins pertinente, mais je pense qu'il est important de se poser la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si on l'a utilisé dans la déclaration du 22 avril, c'est qu'elle avait quand même une symbolique et une signification, mais on a vu aussi qu'elle a été reprise par d'autres pans de pensée, finalement. Alors, je voudrais vous entendre sur la notion de bien commun aujourd'hui. Alors, un bien commun, donc, utiliser à toutes les sauces, c'est ce que vous dites, puis le bien commun serait donc plus dans la rue, dans l'action sociale que dans le politique. J'aimerais entendre Yannick Marcel, économiste, à ce sujet-là. Je ne sais pas si je vous bouscule, mais ça m'intéresse. Non, c'est correct, les économistes, c'est mon habitude de dire n'importe quoi. En effet, je pense que
la notion de bien commun est un piège, comme tu viens de le dire, parce que c'est polymorphe en termes de sens. On peut se l'approprier, puis au final, ça ne veut plus rien dire, ou ça veut dire à peu près n'importe quoi. Mais en soi, pour moi, c'est une des caractéristiques de ce que nous vivons présentement. C'est la réappropriation du sens dans le discours. Tout le conflit, si on se met uniquement au conflit étudiant, donc du rapport de force entre les associations étudiantes et le gouvernement, a beaucoup tourné sur des questions sémantiques, donc sur une lutte symbolique au sens. Hein. Ça a commencé comme entre le boycott et la grève, et tout le long du conflit jusqu'à maintenant. Jusqu'à des chaudrons qui sont devenus une menace. C'est un symbole, c'est une appropriation symbolique politique des termes. Et le bien commun, c'est un peu la même chose. Hein? On se fait tous les défenseurs du bien commun. Pourquoi? Parce que personne n'est contre la vertu, et particulièrement en économie. Hein? Donc, à ce moment-là, ça ne veut plus rien dire. Il faut se réapproprier pour nous qu'est-ce que ça veut dire, le bien commun. C'est comme un bien public. Pour un économiste, un bien public, à ne pas confondre avec un bien commun, il y a des analogies. C'est par exemple un lampadaire de rue. Un lampadaire de rue, c'est pas un bien privé, ça appartient à personne, même si ça pourrait être le cas. Pourquoi? Parce que tout le monde en profite. Hein? Si, admettons, monsieur, vous ici, vous installez un lampadaire face à chez vous, ben, il n'y a personne qui va vous payer pour utiliser votre lampadaire jusqu'il éclaire toute la rue. Mais la notion, donc, ça c'est un bien public. La notion plus large d'un bien commun, c'est un peu la même chose. Ça nous appartient tous, mais en même temps, on peut gérer comme on veut. Ça peut appartenir à l'État, à une fondation privée. Ça peut être revendiqué, sa gestion par le politique au sens partisan du terme, ou parlementaire du terme, etc. Donc l'important, c'est de se définir nous-mêmes et donc de définir le sens de notre discours. Et c'est un peu là où je rejoins beaucoup les gars et où il y a une dérive effectivement possible en se faisant le gardien de la vertu. Point. Merci. Voulez-vous reprendre la parole, Léa? Oui, en fait, pour répondre à Yannick, je suis d'accord, je pense qu'on s'appuie là-dedans, mais c'est juste que je pense que c'est même pas si pertinent que ça à l'heure actuelle dans un contexte de crise sociale, parce qu'on parle bien d'une crise sociale, de se questionner à court terme sur le bien commun, c'est que c'est un terme, comme je l'ai dit, qui a tellement été galvaudé, que je veux dire, ça nous fait peut-être, ce débat sémantique-là, perdre le nord, non, c'est un mauvais jeu de mots, perdre finalement le fil des choses, c'est-à-dire les questions extrêmement précises. Puis je suis contente de voir la présence de M. Breton actuellement parce que sommes-nous en train de devenir une république de bananes? C'est une question que je suis en train de me poser sérieusement et peut-être en toute naïveté, mais oui, c'est ça. Alors le bien commun, oui, c'est intéressant, mais je pense qu'il faut beaucoup plus se poser la question qu'est-ce qu'on veut comme projet de société. Donc, j'aime mieux parler de pratico-pratique qu'on veut. Puis si on veut parler de bien commun, alors là, on pourra peut-être remettre en question notre système économique et justement cette notion de bien commun qui a été attribuée puis réutilisée. Puis est-ce qu'on veut une social-démocratie? Parce qu'à la base, même dans les années 60, le bien commun était lié à ce projet de société-là par nos bâtisseurs du Québec moderne. Puis je me sens aussi actuellement dans une période qui ressemble peut-être à la grande noirceur depuis une quinzaine d'années. Alors sortons de cette grande noirceur-là et c'est aussi une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on veut garder ce terme-là? Puis est-ce qu'on veut bâtir l'État? Est-ce qu'on veut construire ce système économique-là? Est-ce qu'on veut le changer, le modifier? C'est une question qu'on peut poser aussi à Yannick. On peut le garder, ce terme-là, mais il faut l'établir clairement, en tout cas, au nous. D'accord. Je me souviens plus parce que vous disiez au début qu'il fallait le définir, puis après c'était moins clair. C'est-à-dire? Ben, vous disiez qu'il fallait définir le bien commun au début de la présentation, puis ensuite vous disiez que c'était moins concret ou que... Ben, c'est-à-dire que, en ce moment, on est dans une assemblée citoyenne, donc je pense que les gens pourront affirmer. Moi, c'est une question lancée, là. C'est pas un fait, c'est pas une thèse que j'amène, c'est une question. D'accord. Pour la suite, Lisa. Ouais, ben moi, je veux vraiment pas parler tout le temps. Je pense que ça serait le fun que les gens en parlent, là, mais... j'ai bien des affaires à dire quand même. On vous écoute, je pense que c'est fortement, c'est sujet à l'interprétation, ce que c'est le bien commun. Puis pour moi, c'est extrêmement clair que l'interprétation est très, très polarisée en ce moment. Tu sais. Je pense que, encore, Éric Pinault et Christian Nadeau disaient à l'UQAM jeudi soir, il y a la logique des principes qui affronte la logique des intérêts.
Puis je pense que pour moi, c'est très, très clair. On est face à ça, là. Je pense que la tradition humaniste ou, on pourrait dire, social-démocrate qui nous rallie, je pense, aujourd'hui ici, elle est multiple, mais elle est fondée sur des principes qui nous unissent, des principes qui sont en marche depuis longtemps, depuis les révolutions. Puis c'est ça qui est au cœur du projet social-démocrate aujourd'hui. Puis on fait face à des gens qui se sont emparés du pouvoir parce qu'on s'en est pas bien occupé dans les dernières années, mais qui fonctionnent avec une logique des intérêts. Tu sais, je pense qu'il faut être capable de dire ça, là, c'est clair comme ça. Puis ces gens-là, ils sont conseillés, ces gens-là, ils sont outillés, ces gens-là, ils ont énormément de moyens. Donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut porter fièrement notre définition à nous de ce que c'est le bien commun. Elle est inscrite dans notre histoire, cette définition-là. Tu sais, les Québécois l'ont dit plein de fois, ce que c'est le bien commun. Je pense que l'éducation soit au centre de notre projet de société, c'est indéniable. Il faut que ça progresse, il faut qu'on continue dans ce sens-là. Que l'environnement devienne aussi au cœur de notre projet de société, ça c'est un must, c'est pas arrivé. Tu sais. Puis ça, on le réclame clairement, il me semble, depuis un bout de temps, mais ça n'arrive pas. Pourquoi ça n'arrive pas? Parce qu'il y a une logique des intérêts qui lutte contre ça. Tu sais. Donc, moi, je pense que, pour revenir à des aspects très pratico-pratiques, là, je pense que moi, je suis un enfant du Parti québécois, quelque part. Tu sais, j'ai grandi, je suis un enfant de baby boomer, j'ai grandi avec la naissance du Parti québécois, puis son foisonnement, et puis ses échecs aussi. Tu sais, ses échecs et une certaine déchéance aussi, que je dis, sans jamais vouloir détruire le Parti québécois, tu sais, mais je le dis parce qu'il me semble qu'il faut être lucide sur ces aspects-là. Je pense que le Parti québécois s'est éloigné de cette logique des principes. Parce qu'il y a une logique d'intérêt qui fait maintenant partie de l'environnement, de l'entourage du Parti québécois. Je m'aventure sur un terrain délicat, il y a du monde qui commence à faire ça de même. Mais je pense qu'il faut voir les choses en face. C'est que maintenant, il y a un nouvel establishment au Québec, qui est une nouvelle bourgeoisie, qui vient des 60-70, qui sont des parents, et qui a des acquis, qui a bâti quelque chose, puis qui ne veut pas laisser filer la corde, tu sais. Et je pense que cette base du Parti québécois, ben, on doit lui parler, on doit discuter avec elle. Je pense que c'est elle qui doit avoir l'initiative de notre union, parce que c'est elle la force principale en ce moment. Alors, moi, quand je parle d'union, c'est de ça que je parle. Je pense qu'il faut adresser le problème avec le Parti québécois. À mon avis, l'initiative devrait venir du Parti québécois, mais moi, de nouveau, je le redis, le programme de Québec solidaire, il est très proche de moi, il est très proche de ce que je pense qui se passe dans la rue. On ne sera pas tous d'accord, c'est parfait, c'est correct, mais l'initiative ne peut pas venir d'Option nationale ou de Québec solidaire, parce que c'est des forces qui sont plus petites. Alors, moi, je lance un appel de nouveau, je me répète, à cette union, mais j'aimerais ça que d'autres gens prennent la parole. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Non, on va prendre une intervention de la salle, puisque vous êtes debout, puis ensuite, je pense qu'on va revenir à ce qu'on avait décidé initialement, là, que vous aurez l'occasion, en deuxième partie, de vous adresser aux panélistes et de poser toutes leurs questions, mais on va finir la table ronde en premier. Alors, on vous écoute. Merci. Par rapport au bien commun, étant entrepreneur et l'utilisant dans la vie de tous les jours, dans la notion, dans la perspective de la définition plus de commons, ou est-ce qu'il est à notre disposition en 2012 un patrimoine de ressources collectivement partagées qui est immense. Je m'explique, les gens, à cause du capitalisme, se sont mis à faire voler leurs idées, ils ont inventé le copyright. Et après, quand on a constaté que les gens finissaient par mourir, on a inventé le patrimoine collectif, qui est vraiment l'opposé. Et entre les deux, depuis une douzaine d'années, il y a une espèce d'éventail très large de façon de partager sa propriété intellectuelle. Le contrat se nomme Creative Commons. On voit souvent le petit CC dans le bas d'une photo, dans le bas d'un site web. Je pense que ça commence à être temps qu'on réalise la valeur économique de tout ça. Je propose à M. Mathilde d'imaginer même des façons de
de compter cette valeur patrimoniale-là, parce que ça dépasse largement les frontières québécoises. Alors, dans une perspective très concrète et opérable, en ce moment, je travaille à l'opérationnalisation du nouveau CHUM, cette espèce d'hôpital qu'on entend parler depuis plusieurs années. Et on utilise la plateforme Wikimedia Sémantique qui supporte la renommée entre encyclopédie Wikipédia. Et ce logiciel de gestion de contenu-là peut être utilisé à différentes choses. Il s'agit vraiment de savoir ce qui existe puis à quoi ça peut servir. Et ensuite de ça, on se sent beaucoup plus empoweré ou capable de faire des affaires. Alors, dans cette perspective-là, je pense que c'est important qu'on continue à raffiner nos définitions de ce que c'est que le bien commun. Puis dans une autre perspective, avec Johanna et Marc, on est membre d'une coopérative qui s'appelle ECTO, qui est un espace collaboratif, coopératif. C'est un open space qui est qu'on appelle un coworking, ou qui est une place où est-ce que nous, travailleurs autonomes ou entrepreneurs et indépendants, on va s'installer là tous les jours pour travailler, puis on transforme notre qualité de vie, on brise l'isolement du travailleur autonome parce qu'on va travailler ensemble à la même place. Alors, cette perspective-là du bien commun, je pense que ça tend vers la notion de partage d'infrastructures collective et autogérée. On n'a pas besoin du gouvernement pour gérer entre nous ce bien commun-là. Et même si on n'en a pas la propriété foncière, parce qu'on est locataire, on réussit quand même, en alliant nos forces au travers d'un contrat coopératif, à transformer notre vie de tous les jours. Alors, je pense que la perspective de bien commun, on ne doit pas l'écarter parce qu'on n'en comprend pas ou nous n'en avons pas la même définition, mais on doit avancer à comprendre ce qui est à notre portée de bras. Merci. Merci beaucoup. Alors, une ou deux autres interventions de nos panélistes sur le bien commun. Si vous en avez assez parlé, on peut passer au sujet suivant aussi. C'est tout? D'accord. Alors,